Howard Phillips Lovecraft. Les champignons de Hugot. Traduction de Benoît Vézinaud. Chapitre 1. Le livre. L'endroit était sombre, poussiéreux et à demi abandonné, dans le dédale des vieilles allées près des quais, regroupant d'étranges choses rapportées de la mer et des lambeaux de brume apportés par le vent de l'ouest. Petits losanges vitrés, obscurcis par la fumée et le givre, que des livres entassés, empilés tels des arbres tordus, accumulés du sol au plafond, des tas croulants d'anciennes camelotes à bas prix. Je suis entré charmé, et d'un amas de toiles d'araignée je tirai le plus proche tome et le pris en main. Tremblant devant ces curieux mots semblant garder quelque secret monstrueux si un seul le savait. Puis, cherchant quelques vieux vendeurs en cette boutique, je ne pus rien trouver qu'une voix qui riait. Chapitre 2. Poursuite. Je tenais le livre serré sous ma veste, avec peine, pour cacher cette chose en un tel lieu, à travers les anciennes lignes portuaires, et tournant la tête et d'un pas nerveux, devant de ternes et furtives fenêtres dans de vieux murs en briques, par lesquels de curieux regards me firent me hâter. Et la pensée de ce qu'elles abritaient me rendit malade, et seule la vue d'un coin de ciel bleu propre me soulageait. Personne ne m'avait vu prendre la chose, mais restait un blanc rire roulant dans ma tête tournoyante, et je pouvais imaginer ce que cachaient ces mots malades, m'accrochant au volume que j'avais dérobé. Le chemin se fit étrange, et les murs aussi, et folie, et loin derrière moi des pas invisibles se firent entendre. Chapitre 3. La clé. Je ne savais pas comment m'en sortir, entre les piles de déchets de ces étranges lignes du bord de mer qui me ramenèrent à la maison une fois encore. Mais arrivant sous mon porche, je tremblais de blanches précipitations pour me jeter à l'intérieur et traverser la lourde porte. J'avais le livre qui contenait le secret passage, par-delà le tourbillon et au travers les frontières des espaces suspendus, qui tenaient les mondes non dimensionnés à distance, et gardaient les airs perdus dans leur demeure. Au final, la clé était à moi, qui m'amènerait à des visions floues de flèches solaires et de bois crépusculaires et couverts, sis dans des golfs au-delà des occupations de cette terre, là où se tapissent les mémoires de l'infini. La clé était mienne. Mais je me suis assis là, marmonnant. La fenêtre du grenier s'agita en un léger mouvement. Chapitre 4. Reconnaissance. Le jour revint à nouveau, et comme un enfant je regardais, juste une fois, les bouquets de vieux chênes gris enveloppés de brume s'attachant à leurs racines. Les formes rampantes que la folie a souillées, c'étaient les mêmes. Une plage d'herbage sauvage s'accroche autour d'un autel sculpté, dont le signe invoque celui qui n'a pas de nom parmi les mille fumées. Rose, air perdu, depuis les ruines entassées des tours. Je vis le corps sortir de cette pierre humide, et connus les choses qui festoyaient quand il n'y avait pas encore d'hommes. Je connus cet étrange monde gris qui n'était pas le mien. Mais Hugot passait les tourbillons étoilés, et alors, le corps hurla après moi avec son cri mort, et bien trop tard, je sus que c'était moi. Chapitre 5. Retour au foyer. Le démon dit qu'il voulait me ramener à la maison, au pâle et sombre pays que je reconnus à moitié, comme une haute place d'étages et de terrasses emmurées, avec des balustrades de marbre, creuses ouvertes au vent des cieux, dont les mailles au-dessus formaient un labyrinthe de dômes s'entassant et de tours les unes sur les autres dominant une mer s'étalant. Une fois encore, il me dit « Je veux rester fasciné sous ces vieilles hauteurs et écouter les écumes du lointain. » Tout cela, il me le promit, et au travers des ponts de lumière solaire, il me balaya, passant les clapotis de lacs enflammés et les trônes d'or rougi des dieux sans nom, qui criaient de peur au vu d'un destin imminent. Alors, un golfe noir peuplé des sons de la mer dans la nuit. « Ici est ta maison, se moqua-t-il, quand tu recevais la vue. » Chapitre 6. La lampe. Nous trouvâmes la lampe dans ces falaises creuses.
Elle était ciselée de signes que les prieurs de Thèbes pouvaient lire, et ces hiéroglyphes provenant d'effrayantes cavernes avertissaient toute créature vivante des races de la terre. Plus rien n'était là, juste cet effronté bol, avec de curieuses traces d'huile dedans, couvert d'obscurs motifs s'enroulant et de symboles évoquant vaguement d'étranges péchés, résumant les peurs de 40 siècles que nous emportions comme un mince butin, et quand nous l'observâmes dans notre tente enténébrée, nous conçûmes un procédé pour tester l'huile antique. Elle brûla, grand Dieu, et que les vastes formes que nous vîmes de cette folle vasque portèrent nos vies dans la crainte. Chapitre 7. Les collines de Zaman. Le rebord de la grande colline se refermait sur la vieille ville, un précipice contre la fin de la rue principale. Vert, élevé et forestier, semblant étrangement sombre, dominant le clocher et le virage de la grande voie. 200 ans que les murmures avaient été entendus, à propos de ce qui s'était passé à la pente de l'homme fuyant, conte d'un cerf ou d'un oiseau curieusement mutilé, ou de garçons perdus sur qui l'on avait cessé d'espérer. Un jour, le postier ne trouva plus le village, n'en revit ni les gens, ni les maisons. Les gens sortirent d'Aylesbury pour voir, et dirent au postier que ce n'était qu'une plainte, et qu'il était fou de dire ce qu'il avait vu. La grande colline aux yeux gloutons et aux mâchoires larges et tendues. Chapitre 8. Le port. 10 miles depuis Arkham, et j'avais martelé la piste qui monte aux falaises au-dessus de Boynton Beach, et espérais qu'au coucher du soleil je pourrais rejoindre la crête d'où l'on voyait Innsmouth en contrebas. Loin sur la mer, un voilier se retirait, blanc comme les dures années que les vents anciens avaient décoloré, mais diable plus loin que la voix ne pouvait porter, donc je n'agitais pas ma main ni ne saluais. Naviguant hors d'Innsmouth, faisant écho à la renommée ancienne, de longtemps mort. Mais maintenant une nuit trop rapide arrivait, et j'avais rejoint la hauteur, d'où je pouvais observer la ville lointaine. Les clochers et toits étaient là, mais regardez, la morosité tombait sur les rues sombres, sans lumière comme la tombe. Chapitre 9. L'arrière-cour. C'était la ville que j'avais connue avant, l'ancienne, lépreuse ville où des foules bâtardes chantaient d'étranges dieux et frappaient des gongs impies. Dans des cryptes, sous des ruelles fétides près de la rive, la pourriture, des maisons aux yeux de poisson lorgnaient sur moi de travers, saoules et à moitié animées. En longeant l'ordure, je passai le pont jusqu'à la noire arrière-cour dans laquelle l'homme voulait être. Les noirs murs m'enfermèrent et me maudirent lourdement d'être venu en un tel antre. Quand soudain, un rideau d'une fenêtre creva, laissant échapper une pleine lumière, et grouilla de danseurs fous, ébats silencieux de la mort se traînant, et des corps qui n'avaient ni main ni tête. Chapitre 10. Les pigeons voyageurs. Et ils m'encanaillèrent sous les murs de briques maigres, débordant vers l'extérieur comme sous l'effet d'un mal emmagasiné, et les façades tordues suintaient d'épaisses fautes, allusion à des dieux extraterrestres et démoniaques. 1 million de feux brûlèrent dans les rues, et des toits plats, quelque peu furtifs, voulurent s'envoler. Des oiseaux débraillaient jusqu'au ciel béant, tandis que des tambours cachés bourdonnaient des rythmes mesurés. Je savais que ces feux appelaient de monstrueuses choses, et que ces oiseaux de l'espace étaient dehors. Je devinais de quelle noire crypte d'une sombre planète ils provenaient, et ce qu'ils apportaient de togues sous leurs ailes. Les autres riaient, comme s'ils ne pouvaient parler de ce qu'ils entrevoyaient dans le bec d'un de ces oiseaux maléfiques. Chapitre 11. Le puits. Le fermier Seth Atwood avait passé 80 ans quand il essaya de creuser ce puits à sa porte, avec seulement Ebb pour l'aider, sondant et sondant encore. Nous rîmes, et espérâmes qu'il voudrait bientôt être de nouveau sain. Et encore, à la place, Ebb devint fou aussi. Donc ils le conduisirent à la ferme du comté. Seth garda la bouche murée comme si elle était collée, puis il s'entailla une artère de son bras gauche noueux. Après les funérailles, nous tombâmes d'accord pour nous rendre jusqu'au puits et enlever les briques, mais tout ce que nous vîmes furent une volée d'échelons de fer, descendant plus profondément dans le trou sombre que nous ne saurions le dire. Et encore nous remîmes les briques, car nous avions trouvé que le trou était trop profond pour rendre un seul son.
Chapitre 12. Le hurleur. Ils me dirent de ne pas emprunter le chemin de Briggs Hill, qui était connu pour être une voie principale vers Zoar, pour Goddy Watkins, pendu en 1704, laissant une certaine monstrueuse suite. Encore quand je désobéis, et eus en vue le cottage couvert de vignes contre la pente du grand rocher, je ne pus penser aux ormes ni à la corde de chanvre, mais fus émerveillé que la maison semblât si neuve. S'arrêtant un peu pour voir passer le jour déclinant, j'entendis des hurlements faibles provenant d'une pièce en haut des escaliers, et au travers des planches empoisonnées passa un rayon de soleil, frappant. Je pris au dépourvu le hurleur, jetant un œil rapide. Je m'enfuis alors en détresse de cet endroit, et de cette chose à quatre pattes avec une tête humaine me regardant droit. Chapitre 13. Hesperia. Les lumières de l'hiver, brûlant au-delà des clochers et des cheminées à demi détachées de cette sphère terne, ouvrirent grandes les portes à quelques années perdues, d'anciennes splendeurs et divins désirs, accouchant de merveilles brûlant de leurs riches feux, lourds d'aventures, et ne craignant pas la peur, une rangée de sphinx, là où la voie s'éclaircit, sous les tourelles et les murs palpitaient de lointains lyres. C'était le pays où la beauté s'exprimait en fleurs, là où toute mémoire avait sa source, où la grande rivière du temps prenait sa course. Descendant le vide immense dans son lit d'heures étoilées, le rêve nous en amenait près, mais d'ancestrales traditions répétaient que l'humain n'avait jamais souillé ces rues. Chapitre 14. Les vents étoilés. Il s'agissait de certaines heures de tristesse crépusculaire, le plus souvent en automne, quand le vent étoilé se verse, descend la rue depuis le sommet de la colline, désertée sans aucune porte ouverte, mais où des hâtives lampes de nuit éclairaient des chambres douillettes, les feuilles mortes se ruaient, formant de fantastiques tourbillons, et la fumée des cheminées roulait d'une grâce extraterrestre, construisant des figures d'au-delà de l'espace, pendant que Fomalhaut perçait au travers des brumes du sud. C'était l'heure que les poètes lunaires connaissaient, que les champignons de Hugot germaient, et que les parfums et les nuances des fleurs emplissaient les continents de Newton. Comme avec un riche parfum de terre, encore pour chaque rêve, ces rangs conviaient des dizaines des nôtres et les entraînaient. Chapitre 15. Antarctos. Au fond de mon rêve, le grand oiseau chuchota étrangement. Du cône noir au milieu des déchets polaires, s'extirpant de la calotte de glace désolée et morne, poussée par la folle tempête des airs battus et effacés. Ici, aucune forme de vie terrienne ne prenait sa course, et seules de pâles aurores et d'évanescents soleils luisaient sur ce roc escarpé, qui est source primaire où se devinent confusément les grands anciens. Si les hommes pouvaient l'entrevoir, ils se demanderaient confusément quelle est cette construction délicate de la nature qui s'offre à leurs regards. Mais l'oiseau évoque de grandes étendues, sises en dessous de la couche glacée profonde en kilomètres, s'écrasant, et couvrant, et supportant. Que Dieu aide le rêveur, qui aura ces visions folles lui montrant ses yeux morts figés en ces golfes de cristaux souterrains. Chapitre 16. La fenêtre. La maison était vieille, avec ses ailes enchevêtrées et rejetées, de qui personne n'avait pu garder même la moitié d'une trace. Et dans une petite pièce, quelque part près du fond, était une vieille fenêtre close d'anciennes pierres. Là, dans les rêveries de l'enfance, encore seul, j'allais souvent, quand la nuit régnait vague et sombre, oubliant les toiles d'araignée avec un curieux manque de peur et un émerveillement chaque fois grandissant. Un jour d'après, je conduisis les maçons ici, pour trouver quelle vue mes ancêtres avaient bouclée, mais quand ils percèrent la pierre, un vif courant d'air parvint des vides extraterrestres bâillant au-delà. Ils fuirent, mais je regardais et trouvais dérouler tous les mondes sauvages dont mes rêves m'avaient parlé. Chapitre 17. Une mémoire. Il y avait là de grandes steppes, et des plateaux rocheux s'étendant à moitié illimités dans la nuit étoilée, avec des feux de camp extraterrestres diffusant leur faible lumière, des bêtes avec des cloches tintantes en remuantes bandes,
Plus loin vers le sud, la plaine s'inclinait doucement et prenait de l'ampleur, jusqu'à un sombre zigzag de murs terminant une vallée comme un énorme python des jours premiers que le temps sans fin aurait glacé et pétrifié. Je grelottais curieusement dans le froid et léger courant d'air, et émerveillé d'où j'étais et comment j'y étais parvenu, quand une forme gluante d'un des éblouissants feux de camp grandissante et s'approchant m'appela par mon nom. Regardant ce visage mort sous sa hotte, je ne cessais d'espérer, car je venais de comprendre. Chapitre 18. Les jardins de Yin. Sous ce mur, fait d'ancienne maçonnerie, atteignant presque le ciel en tours couverts de mousse, il y aurait des jardins en terrasse, riches et fleuris, et agités d'oiseaux et de papillons et d'abeilles. Il y aurait des promenades et des ponts enjambant de froids bassins couverts de lotus, reflétant les corniches des temples, et des cerisiers avec de délicates branches et feuilles s'élevant dans un ciel rose où les hérons s'envoleraient. Tout devait être là, pour ne pas avoir été de vieux rêves jetés au travers des portes ouvertes de ce labyrinthe éclairé de lanternes de pierre, où la somnolence des flux tournants provenait de leurs voix venteuses. Longé de vertes vignes et de leurs spires s'accrochant, je me suis précipité, mais quand le mur s'approcha menaçant et grandissant, je m'aperçus qu'il n'y avait plus aucun passage. Chapitre 19. Les cloches. Année après année, j'ai entendu le faible et lointain son de profondes et toniques cloches dans le noir vent de minuit, provenant de clochers que je ne pouvais jamais trouver. Mais, étrangement, comme s'il parvenait au travers de grands vides, je cherchais en ma mémoire et en mes rêves un indice, et mes pensées pleines de chimères que mes visions charriaient, de la calme Innsmouth où les blanches mouettes s'attardaient autour d'un ancien clocher que j'avais connu. Toujours perplexe, j'entendais ces lointaines notes tomber, jusqu'à ce qu'une nuit de mars où la pluie tombait froide me fit revenir au travers des portes du souvenir, à d'anciennes tours dont les battants claquaient. Ils claquaient, mais depuis le déversement des noires marées et de leurs vallées encaissées sur le sol mort de la mer. Chapitre 20. Les gants de la nuit. De quelle crypte rampaient-ils? Je ne pouvais le dire. Mais chaque nuit je voyais les choses caoutchouteuses, noires, cornues et minces, aux ailes membraneuses, et leurs queues fourchues comme provenant de l'enfer. Elles venaient en légion, avec les vagues du vent du nord. Leurs obscènes pattes griffues me provoquaient et me piquaient, m'arrachant à mon foyer pour m'emmener en de monstrueux voyages au monde gris et caché dans les tréfonds du cauchemar. Jusqu'au pic dentelé de Toc, ignorant même les cris que je poussais, et descendant les profonds abysses cachant de fétides lacs, où les chogottes haletants étaient plongés en un douteux sommeil. Mais, oh, si seulement elles avaient voulu faire du bruit, ou porter une face où des visages auraient pu être trouvés. Chapitre 21. Nyarlathotep. Et en dernier, en la profonde Égypte, venait l'étrange et sombre devant lesquels les fellahs s'inclinaient, silencieux et maigres et profondément fiers, et drapés de vêtements rouges comme les feux du soleil, aux créatures environnantes, frénétiques et à ses ordres, mais laissant, ne pouvant dire ce qu'elles avaient entendu, jusqu'au travers des nations propageant ces mots d'émerveillement, les bêtes sauvages le suivaient et lui léchaient les mains. Bientôt de la mer naissait délétère le commencement, pays oublié, aux clochers envahis par la mauvaise herbe et aux splendeurs dorées. Le sol en était crevassé, et de folles aurores descendaient, suivant les tremblantes citadelles des hommes. Alors la moisissure se répandait comme par jeu, le chaos idiot soufflait sur la terre et la renvoyait à la poussière. Chapitre 22. Azathoth. Au-delà de l'espace connu, le démon m'attendait, passé les lumineux fragments de notre place, jusqu'à l'endroit où ni temps ni matière n'étaient, mais seulement le chaos, sans forme ni réelle composition. Là était le Seigneur de tout dans les ténèbres emprisonnées. Les choses qu'il rêvait, mais qui ne pouvaient être comprises, comme des choses chauves-souris, virevoltaient et voltigeaient en d'idiots tourbillons que des vaporeuses lumières bousculaient. Elles dansaient follement depuis les hauteurs, couinant faiblement,
au son de monstrueuses flûtes lancées en d'infernaux rythmes, et les combinaisons sans but de leurs incessantes vagues donnaient au fragile cosmos sa loi éternelle. « Je suis son messager », disait le démon, et comme par mépris il frappait le menton de son maître. Chapitre 23. Mirage. Je n'ai jamais su s'il existait vraiment, ce monde perdu flottant mollement sur les courants du temps, et encore je le vois souvent, d'un mystérieux violet et chatoyant à l'arrière d'un vague rêve. Il y avait là d'étranges tours et de curieuses rivières clapotantes, labyrinthes merveilleux et basses voûtes lumineuses. Et les branches traversaient le ciel de flammes comme celles qui tremblotent magiquement juste avant une nuit d'hiver. De vastes landes conduisant à des rives bordées de joncs et dépeuplées, où des grands oiseaux voltaient, tandis que sur une colline balayée par le vent, il y avait un village, ancien et au clocher blanc, avec ses carillons du soir que je restais à écouter, je ne savais pas quel pays c'était, ou osais demander quand ni pourquoi j'y étais. Chapitre 24. Le canal. Quelque part en rêve il y avait une mauvaise place, où de grands et déserts bâtiments entouraient un profond canal noir et étroit fumant fortement. Des choses effrayantes d'une race huileuse allaient bordées de vieux murs à moitié recouverts. Le vent descendait les rues connues et inconnues, et la faible lueur de la lune projetait un spectral halo, le long de longues rangées de fenêtres noires et mortes. Il n'y avait pas de traces de pas, et le seul son léger était l'eau huileuse qui s'écoulait sous les ponts de pierre et le long de ces profonds égouts, jusqu'à un vague océan dans le lointain. Aucune vie pour dire quand ce courant baignait cette région de rêve perdu depuis ce monde d'argile. Chapitre 25. Sainte-Aude. Craignez les carillons fêlés de Sainte-Aude, je l'ai entendu crier, comme je plongeais dans ces folles allées qui se ramifient en labyrinthes obscurs et indéfinis. Au sud de la rivière où d'anciens siècles rêvaient, il était une furtive figure pliée et déchirée, et en un instant décalée hors de la vue, qui resta pendant que je m'enfouissais dans la nuit, vers là où grandissaient ces silhouettes de toits malignes et dentelés. Pas de manuel pour dire ce qui se tapissait là, mais maintenant je pouvais entendre un autre vieil homme crier. Craignez les carillons fêlés de Sainte-Aude. Et devenant faible, je m'arrêtai quand un troisième vieux coassa effrayé. Craignez les carillons fêlés de Sainte-Aude. Atterré, je fuis, jusqu'à ce que soudain cette flèche noire se fonde dans la nuit. Chapitre 26. Les familiers. John Wateley vivait à près d'1 mille de la ville, là où les collines commençaient à s'accumuler en épaisseur. Nous n'avions jamais pensé que son esprit fût rapide, voyant comme il avait laissé sa ferme se ruiner. Il perdait couramment son temps avec de vieux et bizarres livres qu'il avait trouvés parmi son grenier, jusqu'à ce que d'amusantes lignes se tracent sur son visage, et les gens disaient qu'il n'aimait pas son apparence. Quand il commença ses cris dans la nuit, nous dîmes qu'il eût mieux valu l'enfermer pour éviter des dégâts. Donc 3 hommes de l'hôpital d'Aylesbury vinrent pour lui, mais revinrent seuls et apeurés. Ils l'avaient trouvé parlant à 2 choses rampantes, qui à leur arrivée s'étaient envolées de leurs grandes ailes noires. Chapitre 27. L'ancien phare. Depuis Leng, où les pics rocheux montaient sombres et nus, sous d'obscures et noires étoiles pour le regard humain qui éclairait pendant le crépuscule en simples rayons de lumière, dont les raies bleues faisaient pleurnicher les bergers en prière, il disait, comme aucun n'est venu là, que cela venait d'un phare dans une tour de pierre, où le dernier grand ancien vivait en solitude, parlant au chaos par des battements de tambour. La chose, murmurait-il, portait un masque de soie, de jaune, dont les étranges plis semblaient cacher une face qui n'était pas de cette terre, telle que personne n'osait demander juste ce qu'étaient ces traits que déformait le masque. Beaucoup, dans leur première jeunesse, avaient recherché ce qui brille, mais ce qu'ils avaient trouvé, personne ne le saura jamais.
Chapitre 28. Espoir. Je ne peux dire pourquoi certaines choses comptent pour moi. Un sentiment de merveilles insondables qui vont arriver ou une cassure dans le mur de l'horizon, s'ouvrant sur des mondes où seuls les dieux pouvaient être. Il y avait un halètement, un vague espoir, comme de vastes et anciennes cérémonies dont je me rappelle à moitié, ou de sauvages et incorporelles aventures. Extase de la peur, comme des rêves libres et éveillés. C'est dans la lumière solaire sur d'étranges flèches citadines que de vieux villages et forêts et chutes mythiques, vent du sud, la mer, petites collines et villes éclairées, vieux jardins, chansons à moitié entendues, et les lueurs de la lune. Mais tous ne sont que vagues souvenirs solitaires et sans vie. Nulle récompense ou énigme qui ne s'y cache à donner ou à expliquer. Chapitre 29. Nostalgie. Une fois chaque année, pendant les mélancoliques lueurs d'automne, les oiseaux traversent un océan perdu, appelant et bavardant en une joyeuse hâte, pour rejoindre quelque terre que leur mémoire profonde connaissait. Et de grands jardins en terrasse où des fleurs lumineuses s'épanouissent, et des allées de manguiers succulents au goûter, et des temples recouverts de branches entrelacées, au travers de frais chemins que leurs vagues rêves leur montraient. Ils recherchaient en mer des traces de leurs anciens rivages, pour la grande cité, blanche et ornée de tourelles, mais seulement de vides étendues d'eau s'étendaient par là. Et donc, en fin de course, ils rebroussaient chemin encore une fois, entre de creuses profondeurs d'où les polypes extraterrestres pullulaient. Les anciennes tours retenaient leurs seules et anciennes chansons. Chapitre 30. Ce qu'il y a derrière. Je ne pourrai jamais être lié aux nouvelles et primordiales choses. Pour la première fois, je vis la lumière en une vieille ville. Depuis ma fenêtre, les toits blottis descendaient vers un port pittoresque, riche en belles images, des rues aux portes sculptées où le soleil rayonnait, inondant les vasistas et les fenêtres à petits carreaux, et les clochers géorgiens surmontés d'ailettes dorées. C'est là les images qui ont formé mes rêves d'enfance. De tels trésors, épargnés du temps, ne peuvent prendre la main sur de si légers spectres. Ceux-ci virevoltent avec les voix changeantes et les confessions confuses. Au travers des murs inchangés de la terre et du paradis, ils coupèrent les brides du moment et me laissèrent libre de rester debout, seul, devant l'éternité. Chapitre 31. L'habitant. Il a été vieux quand Babylone était neuve. Personne ne sait combien de temps il dormit sous ce monticule, où à la fin nos pelles en recherche le trouvèrent, bloc de granit que nous ramenions à la vue. Il y avait là de vastes pavements et des murs de fondation, et des dalles en ruine, et des statues sculptées montrant la fantastique essence de ce lointain passé que rien d'humain n'avait pu connaître. Et alors nous vîmes ces escaliers de pierre descendant, sous un porche étouffant de dolomites gravées, vers de sombres havres de nuit éternelle, où d'anciens signes et secrets primordiaux dormaient là. Nous avions nettoyé un passage, mais courûmes en une folle retraite, quand depuis en dessous nous entendîmes des cohortes de pas. Chapitre 32. Aliénation. Sa chair solide n'avait jamais été loin. À chaque aube le trouvant à sa place habituelle, mais chaque nuit, son esprit aimait à courir au travers des golfes et mondes différents des nôtres. Il avait vu Yadith, encore fraîche en sa mémoire, et était revenu sauf de la zone gorique, quand il passa la nuit au travers des espaces courbes qui arrivaient en vastes boucles depuis les vides derrière. Il s'est réveillé ce matin, comme un vieil homme, et plus rien ne lui a semblé pareil. Les objets alentour flottaient ténébreux et troubles, faux, fantomatiques bagatelles de quelque vaste plan. Ses amis et gens étaient maintenant une foule extraterrestre à laquelle il se défendit vainement d'appartenir. Chapitre 33. Les sirènes du port. Par-delà les vieux toits et les clochers aux flèches décaties,
Les sirènes du port chantaient tout au long de la nuit. Les gorges d'étranges ports et les plages lointaines et blanches, et les fabuleux océans en variantes chorales bigarrées, chacune aux autres extraterrestres et inconnues, pourtant toutes par une force obscure portée, depuis des golfes couverts plus lointains que la course du zodiaque, fondus en un seul et mystérieux choral. Au travers de rêves assombris, il traçait une longue ligne, où il restait les plus sombres formes et cachait les plus étonnantes vues, écho des vides du dehors et indice subtil de choses qui ne pouvaient elles-mêmes se définir. Et toujours dans ces chorales faiblement propagés, nous pouvions discerner des notes que jamais un vaisseau terrestre n'aurait envoyées. Chapitre 34. Reprise. La voie conduisait en bas d'une lande à moitié couverte de forêt, où des rochers couverts de mousse grise formaient de curieuses bosses et de curieuses coulées, inquiétantes et froides. Dispersées dans les invisibles courants des golfes en dessous, il n'y avait pas de vent, ni aucune trace de bruit, dans ces arbustes curieux et ces arbres exotiques, ni aucune vue arrière, quand soudain, derrière ma voix, je vis un monstrueux monticule. Jusqu'à la moitié du ciel, ces faces raides et escarpées, gazonnées et encombrées par une volée s'effritant d'escaliers de lave qui atteignaient de terrifiantes hauteurs, en marche bien trop haute pour un pas humain. Je criai, et sus quelle primordiale étoile m'avait attiré en ces lieux depuis la sphère humaine que j'habitais. Chapitre 35. L'étoile du soir. Je la vis de cette place silencieuse et cachée, où le vieux bois fermait à moitié la prairie. Elle montrait toute la gloire de la lumière solaire, mince au début, mais avec un visage s'éclaircissant lentement. La nuit vint, et que ce seul phare ambré battit à mes yeux comme jamais il ne le fit. L'étoile du soir, mais 1000 fois plus grossie, plus obsédante en ce silence et en cette solitude. Elle traçait d'étranges dessins dans l'air frissonnant, souvenirs à demi oubliés qui avaient toujours rempli mes yeux, vastes tours et jardins, curieuses mers et cieux. De quelque trouble vie, je ne pus jamais dire d'où, mais maintenant je savais que cela traversait le dôme cosmique de l'espace, ces rayons qui me rappelaient à mon lointain et perdu foyer. Chapitre 36. Continuité. Il y avait en certaines anciennes choses des traces de quelque trouble essence, plus que la forme ou le poids, un ténu éther indéterminable, encore lié à toutes les lois du temps et de l'espace, un faible voile, signe de continuité, que des yeux extérieurs ne pourraient jamais clairement décrire, de dimensions interdites, hébergeant les années écoulées, et interdites d'accès, sauf aux rêveries cachées. Je fus le plus secoué quand les obliques lueurs du soleil s'arrêtèrent, sur de vieux bâtiments de ferme calés contre une colline, et peints de formes de vie qui perdurent encore, pour des siècles de rêves de plus que nous n'en connaissons. En cette lumière étrange, je me sens si proche de ces instables masses que sont les âges.